On est bien content après ces 3 jours de festival de prendre le temps de cette rencontre avec toi, Lucie. On s'était dit qu'on allait évoquer très rapidement de quel rapport on a avec toi, enfin surtout Loïc, puisque vous travaillez dans le même atelier. Je te laisse en parler, Loïc. Oui, bien sûr. Et, donc déjà, nous te recevons pour cette antipastille, nous en sommes ravis. Nous sommes dans le cadre du Festival Fumetti, cette année avec le thème du Chamboule-tout. Et je crois que pour un week-end et un festival chamboulé, on a un week-end et un festival vraiment bien chamboulé. Et nous sommes très heureux vraiment, Lucie, de conclure ce festival et ce week-end avec toi. Et j'espère que ce sera partagé d'ici 1h30. Nous te recevons dans ce festival dans un cadre particulier, puisque tu es la résidente cette année, qui est accueillie pendant un trimestre, pendant 3 mois, de mémoire de mi-avril jusqu'à mi-juillet. Oui, c'est ça, du 22 avril au 22 juillet. Et pardon, mais je te laisse saluer nos spectateurs et spectatrices. Et dans ce cadre, tu résides donc à l'atelier Manu Manu, qui se situe dans les locaux de Maison Fumetti. Juste en face, là. Juste en face. Et il se trouve qu'avec quelques personnes du public et moi-même, nous sommes nous-mêmes occupants le temps d'un projet d'un album de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a Tristan, Simon, Karine, Antoine et moi-même qui occupons cet atelier, ce qui fait que durant 3 mois, nous sommes tes camarades d'atelier. Donc c'est avec ce statut très particulier que pour ma part, en tout cas, je reçois Lucie pour cette antipastille. Alors, on va se lancer. Donc, dans cette rencontre, il y a toujours ce format particulier où on part des origines de la vie de la personne rencontrée. Donc, bon, tu nous as donné la documentation, hein, mise en bouche, donc les premières années. Tu es né en 1980. Hop, c'est bon. Petit faux contact. Tu es né en 1995 en Alsace. Et alors, les petites questions, on va toujours rester en rapport, en prémisse par rapport à ta vie de dessinatrice et d'autrice. Mais quel genre d'enfant étais-tu? Dans quel type d'environnement tu as grandi? Et un peu sous l'angle du rapport au dessin, à la créativité. Et déjà, comme vous le voyez, j'étais une enfant avec des cheveux très bouclés et blonds. Et là, c'est plus trop le cas. J'avais des dents écartées aussi. Et ça a un peu changé. Et j'étais tout le temps en train de dessiner. J'ai grandi dans une famille où on nous apprenait pas mal on me faisait pas mal faire des choses avec mes mains, que ce soit du dessin, de la peinture, du bricolage. Et du coup, j'ai toujours été habituée à faire quelque chose de manuel. Et voilà, ça, c'est resté. J'ai grandi dans un petit village de 1000 habitants où il n'y a pas un capital culturel très, très, très développé, on va dire. Et du coup, moi, j'ai découvert la BD et tout ça beaucoup plus tard. Mais si je peux parler un peu de mes premiers... les premières fois où j'ai vu le dessin, c'était... Tu es là pour ça. Ouais. C'était un peu grâce à mes parents, du coup. Ma mère, elle était coiffeuse et puis elle faisait du coup pas mal de dessins pendant ses études de cheveux. Voilà, exactement. Ça, c'est un dessin de ta maman? Oui, ça, c'est un dessin de ma mère quand elle était... je ne sais pas si on dit étudiante, mais en tout cas en apprentissage, quoi. Et du coup, je la voyais un peu dessiner. On faisait pas mal d'après-midi dessin. Et j'étais très jalouse de son savoir-faire. Et ouais, ça m'est arrivé de pleurer en voyant ses dessins et en me disant que j'étais très nulle. Mais c'est agréable quand même. D'où le sopalin qui était à côté de toi sur la photo, c'est ça? Exactement. Pour essuyer tes pleurs, peut-être? Ouais, pour essuyer les chaudes larmes. Oui, ouais. Donc, je faisais des cheveux aussi, apparemment, des coupes en petits dégradés. Et j'avais une petite obsession pour un personnage de dos, parce que les visages, je savais pas trop faire. Et du coup, ça m'arrangeait pas mal de faire quelqu'un de dos et de pas dessiner les pieds aussi, ni les mains, du coup. C'était une bonne stratégie si vous voulez faire, genre, vous savez dessiner une grande mer, un coucher de soleil
et un personnage de dos. De toute façon, on dit que le style d'un auteur ou d'une autrice est défini par ses limites. Donc voilà, tu crées ton style déjà aussi. C'est vrai. Je sais pas ce que je voulais raconter, mais... Il y a déjà quelque chose d'assez marquant chez toi. C'est, alors, je ne dis pas tant ça par rapport à ce qui va suivre, on en reparlera. Mais c'est le fait on a choisi cette image parce qu'on a 3 fois le même dessin répété avec la volonté d'affiner quelque chose, peut-être, de perfectionner petit à petit le propos. Alors, tu nous as fourni énormément de dessins de jeunesse et ça, c'est formidable parce que Lucie nous a vraiment donné plein de choses pour nous nourrir, pour cette antipastille. Et on a, hélas, dû faire un choix. Mais c'est vrai que celui-ci nous intéressait pour ce côté répétitif. Alors, est-ce que tu avais une approche comme ça où tu essaies d'augmenter tes compétences en répétant, en déclinant quelque chose, en testant une nouvelle technique sur le même motif? Peut-être. Alors, j'ai deux réponses possibles. Je pense que je fonctionnais avec des obsessions. Et ça, c'est toujours le cas en ce moment. Et depuis mes études et tout, c'est que quand il y a un sujet qui m'intéresse, Pardon, il y a un pigeon qui m'a perturbée. Mais du coup, quand il y a un sujet qui m'intéresse, il faut que je produise quelque chose autour de ça. Et je fais beaucoup de recherches sur le thème, beaucoup de croquis et tout. Et puis après, une fois que j'en ai fait quelque chose, je passe à un autre sujet. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'était les couchers de soleil. Et ça m'est passé. Mais c'est vrai que du coup, le fait que tu dises que je répète le même dessin pour peut-être progresser et perfectionner, ça me fait rire parce qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup au perfectionnisme dans le dessin et au bon moment pour s'arrêter, quoi, dans un projet de BD. Et du coup, c'était peut-être déjà le cas quand j'étais petite. J'assume pas trop ça. C'est toi qui nous l'as envoyé, donc tu nous tends la perche quand même. Pourquoi tu l'assumes pas trop? Donne-nous le contexte de ces images. Alors là, à cette période, j'étais au lycée. Moi, j'ai fait un bac art appliqué, donc seconde, première, terminale, je l'ai fait à Nancy dans un internat où on faisait que dessiner tout le temps. Et alors, je sais même plus si c'était juste avant, du coup, le lycée ou... Le premier était daté de 2013. Ouais, mais je pense que celui avec les toilettes, c'était à l'internat, parce que du coup, c'est les toilettes de l'internat. Donc ça devait être... ouais. Mais bref, c'était la période des blogs BD. Voilà. Et je voulais m'essayer au blog BD. J'étais très fan de Margot Motin à cette période. J'avais même imprimé des dessins d'elle pour coller sur mon agenda. Donc pour faire un agenda Margot Motin. Voilà. sans payer un agenda Margot Motin. Et du coup, je me prenais un peu pour Margot Motin, quoi, mais en cheap. Pirate, Margot Motin pirate. Voilà. Et en fait, c'était ma première tablette graphique. Ouais, effectivement, ça devait être 2012-13. Et du coup, j'essayais de dessiner avec cet outil qui était très particulier parce que c'est du coup une tablette où on ne voit pas ce qu'on dessine. On voit sur l'écran qui est face à nous, mais on dessine un peu à l'aveugle, quoi. Et c'était très dur à apprivoiser. Et je pense que j'ai toujours pas réussi aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais du traditionnel maintenant. Mais voilà, c'est mes essais d'autrice BD, blog BD, quoi. Donc je me tentais à l'humour aussi, et c'était pas... Tu veux qu'on mette celle des toilettes, peut-être? Vous voulez qu'on la lise? Non. Non, on ne va pas la lire, t'inquiète pas. Ouais, bon, c'est très sommaire, hein, mais juste voilà, quelqu'un qui passe un coup de fil et puis il y a un bruit de chasse d'eau, quoi. Et c'est un peu gênant. Tu nous as aussi donné pas mal de références, notamment d'autrices de bande dessinée. Je me souviens de Julie Doucet ou Aïcha France. Est-ce que c'est des choses que tu disais à la même époque, ou parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui ton travail est aussi au croisement de... je sais pas, tu t'intéresses à la culture populaire, aux stars, à la chirurgie esthétique. On partage aussi une passion toutes les deux pour le true crime. et tu croises ça avec, on va dire, des références aussi et un angle d'autrice, du monde de l'édition indépendante,
des dessinatrices. Est-ce que tu lisais déjà ça aussi à cette époque ou pas Ça, encore? c'est venu beaucoup plus tard. Mais il y a un chemin quand même qui m'a amené à ça. Du coup, avant de rentrer en seconde d'art appliqué, il y a mon prof d'art plastique qui me dit déjà que cette voie est possible. Et du coup, il me parle de l'association. Et je découvre un peu du coup la BD indé, mais très, très vite fait. Il me parle notamment de Kilofer. J'adore du coup les mises en page un peu déstructurées, tout ça, et ça m'intrigue. Et après, au lycée, je découvre moins la BD que tout le milieu de l'art. Mais par contre, il y a les blogs BD. Donc il y a Margot Motin, Pénélope Bagieux et tout. Et à cette période, il y a Pénélope Bagieux qui fait des chroniques BD sur mademoiselle.com. Et elle présentait des BD qu'elle aimait bien sur YouTube. Et du coup, je commence aussi à découvrir la BD avec ça et à emprunter tous les livres qu'elle recommande à la médiathèque. Et ça, c'est très cool. Mais ça sera une fois à Paris après le lycée. Mais ça s'est un peu insinué à cette période-là. Et du coup, oui, les autrices dont je vous ai parlé, donc Aïcha France, Julie Doucet, Nina Antico, tout ça, je découvre plus à mes 18-19 ans, quand je suis en école d'art, du coup. Et surtout en DMA illustration. Donc je ne sais pas si... Justement. Là, on transitionne sur l'école. Mais... J'allais juste rester un tout petit peu sur les études aussi pour savoir. Donc, on a parlé de l'activité de professionnelle de ta maman qui était coiffeuse. Donc, je crois que c'était en plus coiffeuse et coiffeur depuis plusieurs générations. Oui, 5 générations de coiffeurs. Voilà. Et pas étonnant que tu saches bien faire les dégradés en dessin dès l'enfance. Oui, exactement. Mais les jeux de mots sur les panneaux de manif sur les cheveux, c'était pas de moi, mais... Ça te parlait. Voilà. Et ton papa est dessinateur industriel, je crois. Ouais, il était dessinateur industriel, du coup, il faisait pas mal de plans et de trucs un peu techniques. Et il m'avait un peu appris à faire la perspective, et puis il avait des rotrings à la maison, donc ça, c'était cool. Je les ai tous récupérés. T'es pas arrivé sur Terre dans un milieu plein de bandes dessinées, plein de gens qui dessinent de façon des auteurs et des autrices, mais il y avait quand même plein de créativité à piocher autour de toi et des jeux avec l'image et en fait, des façons de faire à piocher, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu pas mal de chance quand même parce que j'ai fait beaucoup d'activités culturelles, que ce soit le sport, on avait un petit groupe de musique aussi à un moment. Je faisais un peu de théâtre en alsacien. Voilà, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, je faisais pas mal d'activités dans le village où j'ai grandi, malgré le fait que ce soit un village où il n'y a pas accès à la culture comme dans une grande ville où il n'y a pas d'exposition, de manifestations comme ici ou de festival fumetti, quoi. Mais ouais, donc en fait, vous utilisez le terme populaire tout à l'heure, et c'est ce qui m'a fait venir aussi à la BD, quoi, par premier roman, Marc Lévy, enfin tous les trucs un peu classiques, et au fur et à mesure, on découvre d'autres choses et puis on rentre dedans, et c'est les rencontres aussi. Voilà. Et à quoi ressemblait ton aspiration, toi, venant de ce milieu, embrayant une à une les étapes dans tes études vers les arts plastiques, le dessin Est-ce que tu disais je veux faire des livres, je veux raconter des histoires, ou c'était juste je veux dessiner, j'adore ça, j'aimerais faire que ça, en savoir plus? À quoi ça ressemblait à cette époque-là? À l'époque, il n'y avait pas du tout de notion de narration. Je faisais du dessin pour faire du beau dessin. Et mon objectif, c'était de dessiner le plus réaliste possible. Et notamment en copiant des portraits de stars. On a des images, un peu de patience. Vous les avez là? Ok. On en a une. Ok. Est-ce que c'est avec la photo du vrai truc et mon dessin à côté ou pas? Non, ça prend vraiment sens avec ce qui Et vient. c'est en lien avec ton travail. Parce que je les ai retrouvés du coup pour préparer cet antipasté. J'ai un peu fouillé dans les archives et ouais, c'est marrant parce que je pensais être vraiment super douée, quoi, dans le réalisme. Et avec le recul, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais j'étais très contente de le faire et je pouvais passer des heures, quoi, 10-12 heures sur le même dessin. Et je sais pas, c'était ma méditation. Et en même temps, j'étais fière de moi, quoi. Il y avait un truc un peu
C'est très bien. Voilà. Peu importe ce qui amène, Oui. ce qui est sur le chemin, tu vois. Ce qui compte, c'est que tu n'aies pas fait ça sous forme de tatouage. Oui, Tu vois, au final, exactement. c'est pas plus mal. On arrive à la question des études et moi je me demande qu'est-ce qui fait que tu as quitté une carrière prometteuse de comédienne en langue alsacienne pour venir à Paris. Et on s'est dit aussi, nous avec Annick, c'est bizarre parce qu'il y a quand même les Arts Déco de Strasbourg à côté, comme tout le monde. Pourquoi tu n'as pas fait comme tout le monde? Comme tout le monde a... Parce que tous les Nantais ont fait les Arts Déco de Strasbourg, en Ou fait. presque, pardon. On vous voit les Arts Déco de Strasbourg, là. Oui, moi, en fait, je savais pas que ça existait. Du coup, c'est mon prof d'art plat de 3e qui m'a dit fais un bac à appliquer, c'est cool. Et comme ça, tu peux faire de l'art et tu verras, il y a sûrement un métier dans les arts appliqués qui va te plaire, quoi. Et une fois on a appliqué, en fait, l'objectif, c'était d'aller dans les écoles d'art parisiennes. Et les beaux-arts, les arts déco, tout ça, on n'en parlait pas trop. C'était vraiment les écoles d'art appliqués. Enfin, il y avait un truc un peu... c'est comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le mieux. On nous présentait ça comme c'est le Graal des écoles, quoi. Et du coup, c'était l'objectif, et voilà. Mais par contre, pardon. Je suis allée aux portes ouvertes des Arts Déco de Paris, une fois à Paris, et je trouvais ça vraiment trop bien. Et j'étais là, mais ça m'aurait trop plu. Et je voyais les gens qui sortaient d'école d'art des Arts Déco de Strasbourg, qui étaient très doués. Et je me suis dit que ça donnait envie aussi. Mais zéro regret d'avoir fait Renoir, du coup. J'étais à Renoir en DMA illustration. Voilà. Et c'est là en plus que tu as rencontré aussi, tu t'es fait une bande de camarades autrices notamment. Oui. Avec qui vous êtes plusieurs à avoir publié des livres à la sortie carrément du DMA. Oui. Ouais. Donc moi j'ai fait DMA illustration. Donc à l'époque c'était en 2 ans comme un BTS, et après j'ai fait une formation complémentaire non diplômante en bande dessinée. Donc ça c'est 1 an. Et en fait l'école à Renoir c'était hyper formateur, et on a rencontré j'ai rencontré plein de gens qui faisaient qui avaient des styles très différents. J'ai l'impression que l'école ne nous formatait pas à un style en particulier, comme j'avais pu le remarquer dans d'autres écoles peut-être. Et là, c'était vraiment cultiver les différences, et c'était trop riche et trop bien. Et on faisait, du coup, pour le diplôme, un projet de livre, donc un projet de bande dessinée. Et on avait également un projet ça s'appelle la figure imposée, donc qui nous imposait un thème, et on devait faire un objet livre avec ce thème imposé et 2 techniques mélangées. Donc j'avais fait un truc avec de la peinture et du stylo, enfin du rotring noir, quoi. Et un projet de diplôme où j'ai écrit une histoire moi-même, et après on devait faire un mémoire aussi. Donc c'était super intense en 1 an. Je sais que j'ai dessiné les pages de mon projet de diplôme en 2 mois. Du coup, ça me rassure des fois quand je suis en retard sur mes BD maintenant. Je me dis que je l'ai déjà fait en 2 mois. Mais voilà. Mais oui, du coup, pardon, je divague, mais les rencontres là-bas, c'était hyper... on crée des liens forts. Et notamment avec Chloé Wary, qui était ma camarade d'école. Et en fait, on avait nos bureaux à côté pendant 3 ans. Et on a pris l'habitude de se parler de nos envies, de nos travaux. Et encore aujourd'hui, on est dans un même atelier et on lit nos projets. Et voilà, ça nous a aidé aussi à nous lancer en freelance, du coup, faire les démarches administratives, tout ça. Et donc elle a publié son livre sortie de diplôme, et moi, mon premier livre, c'était sortie de FCND BD. On va parler de ce premier livre, justement, Bruit de couloir, que nous avions affiché à l'instant. Et il est question... c'est donc un projet que tu as mené lors du DMA ou de la FCND, pardon, de la FCND, excuse-moi. Et c'est un projet que tu as d'abord présenté, il me semble, à différentes personnes, et un petit peu, les retours que tu as eus étaient lesquels, justement. Donc, quand tu as commencé à présenter ce projet qui était professionnalisant et que tu as été le confronter justement à un public professionnel. Du coup, pendant la formation de FCND BD, ce qui était très bien, c'est que les intervenants qui nous donnaient cours, c'était des gens du métier qui étaient auteurs, dont Loïc, qui
qui nous a donné des cours en FCND. Et on avait également des workshops avec des éditeurs qui venaient nous parler, par exemple, comment on fait un dossier éditorial, comment on présente son projet de BD à un éditeur. On a eu du coup un gros éditeur et un éditeur indépendant, donc on voyait un petit peu les différences aussi. On a eu Merwan Chaban qui nous a fait un workshop sur le storyboard. Et voilà, c'était très professionnalisant dans le sens où on apprend un peu toutes les facettes de la BD. Et on a pu du coup travailler sur un vrai projet qu'on aimerait faire éditer et en parler avec les intervenants et échanger un petit peu. Et voilà, j'en avais parlé avec Mathias de l'employé du mois. Au début, ce projet, moi je le pensais... ça racontait vraiment le quotidien de 4 adolescentes dans un internat, donc un peu comme je l'ai vécu. Et je voulais vraiment faire un portrait d'adolescence, enfin de l'adolescence. Et voilà, c'est tout, quoi. Parce que moi, j'aimais bien lire les histoires, juste des tranches de vie où il ne se passe pas non plus des péripéties incroyables, mais où on est dans l'intime et voilà, dans l'échange des personnages. Et vu que j'étais très fan de toutes les autrices là, qui dessinaient au crayon, j'avais pensé ce projet au crayon comme sur la page de gauche. Du coup, oui, il y avait Aïcha France, Johanna Elgren, tout ça, c'était un peu mes stars de la BD. Et voilà, donc j'avais fait une mise en page un peu déstructurée. Donc on m'avait un peu repris sur les cases qui partent dans tous les sens. On m'avait dit que c'était bien d'y aller mollo. Donc voilà, sur la version finale, c'est plus droit. Et on m'a suggéré aussi de faire de l'encre plutôt que du crayon. Donc j'ai fait ça. Mais je crois que je préférais quand même la version crayon. Mais voilà. Ouais, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu penses de la Lucie qui enfin, pas forcément ce que tu penses de toi-même, mais rétrospectivement de ses conseils si c'était à refaire, tu garderais les cases déstructurées, tu garderais le crayon, est-ce que... Ouais, je pense que j'aurais aimé affirmer mon style déstructuré avec le crayon et ce que j'aime. Mais en même temps, moi, je suis là pour apprendre et du coup, j'écoute les conseils qu'on me donne et je sais qu'il y a des choses qui sont vraies. Je ne suis pas du tout butée si on me fait une remarque sur mon travail. Au contraire, moi, je suis pas susceptible. Je prends note. C'est toujours... T'aimes toujours bien tes livres, les 2 livres que tu as publiés donc en 2019 et 2021, je crois. Bruit de couloir et Sylvain, tu les aimes toujours bien? Ouais, en fait, j'ai beaucoup de tendresse pour Bruit de couloir parce que ça fait partie de mon évolution. Et il y a, c'est un livre qui m'a permis de publier le 2e, d'avoir une bourse au CNL, de rentrer dans l'univers de la BD, de rencontrer des gens, de faire des festivals... d'être publié aussi. Donc voilà, je l'aime avec son histoire. Après, j'étais un peu déçue de l'objet imprimé, mais il existe comme il existe. Et en fait, là, j'ai récupéré les droits. Du coup, je pourrais le reproposer à un autre éditeur. Mais j'en ai pas envie parce que ça fait partie de... Enfin, c'était une période de ma vie et maintenant, j'ai envie d'avancer, de raconter autre chose. Mais voilà, j'ai de la tendresse pour ce livre et je vois aussi que graphiquement ça évolue et que, je sais pas, ça fait partie de mon travail en général, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui te gênait dans l'impression du bouquin ? Alors, en fait, on m'a donné plusieurs conseils de professionnels pour scanner les planches de BD. Et du coup, on m'a suggéré de scanner en 1200... bitmap noir et blanc. Je ne sais pas si ça parle, ce que je raconte, oui. Mais en fait, ça permet de scanner avec vraiment des noirs et des blancs sans avoir des valeurs de gris. Et ça permet d'avoir un dessin plus propre quand on fait vraiment juste du trait à l'encre. Et d'imprimer avec juste du noir au lieu d'imprimer avec de la couleur et d'avoir peut-être des fois des flous. Bon, voilà. J'essaie de résumer. Oui, si j'ai bien compris, tu avais fait ces planches au pinceau et à l'encre. C'est ça ? Ouais, j'avais fait à la plume, sauf que j'ai rajouté un peu des textures de pinceau. Par exemple, là, sur le matelas, on voit des textures de pinceau sec.
Et en fait, ces traces-là, quand je scannais en bitmap 1200, bah, ça part et les noirs sont plus noirs. Et je trouve que du coup, avec la version imprimée dans le livre, il y a plein de moments où c'est pas lisible en fait, on sait pas ce qui se passe dans les cases. Et ouais, je trouve ça dommage. Le scan en bitmap 1200 a fait que le trait et les textures ont été brûlés en quelque sorte, ont été cramés, Ouais. et en rendant quelque chose très gravure sur bois finalement, là où tu avais quelque chose d'assez délicat dans certains passages. Oui, c'est ça. Et après, même les scans en bitmap, ça faisait un peu un effet gravure que j'aimais bien. Mais une fois imprimé, c'était encore plus accentué. Donc c'était un peu trop cramé, quoi. Mais bon. Mais ça, je pense que c'est intéressant pour les gens de savoir que y a souvent quand même des sentiments assez paradoxaux à la sortie d'un livre, qu'il y a beaucoup de satisfaction, de joie, mais aussi certaines déceptions, comme quelque chose qu'on attend très fort. Et à un moment aussi, on délègue son travail à quelqu'un d'autre. Et quand on reçoit le résultat, bah, parfois, tout n'est pas comme on espérait. Puis il y a la réception du public ou de la profession aussi. Enfin, c'est pas juste, ouais, génial, j'ai fait un livre. Et ça, c'est par exemple pour les gens autour, c'est pas toujours évident à faire comprendre. Enfin, on n'est pas obligé de leur faire comprendre non plus. Mais... Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un peu une culpabilité parce qu'on est là, mais je devrais être trop contente parce que c'est mon bébé, quoi. C'est mon livre, il existe et tout. Et en même temps, il y a ce petit pincement au cœur de se dire, ah, j'aime pas. Enfin, c'est dommage, il y a un truc. Mais bon. Ouais, enfin, c'est. On fait avec. Voilà. On va faire avec. C'est un paradoxe, mais. Ouais. Et quand même, vis-à-vis de ces... Donc, on est toujours sur Bruit de couloir. Tu disais que c'était très ancré dans ta propre expérience à l'internat. Et c'est vrai que ce soit Bruit de couloir et Sylvain, sur lequel on va arriver aussi tout à l'heure, c'est pas... c'est potentiellement assez proche de ton expérience de vie, en tout cas. Par exemple, là, c'est l'édition que tu avais dédicacée pour ma belle-fille. Et dedans, tu t'es représentée sur la dédicace. Et ton personnage ressemble un petit peu à celui de Romane. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que comme ça, on pourrait se dire que on pourrait s'imaginer que c'est toi dont tu parles, que c'est de l'autobiographie. Et puis, tu pars pas sur l'histoire d'un chaman en Sibérie. Visiblement, ce sont des choses que tu observes, quoi. Donc, la question, c'est quelle part d'autobiographie tu mets dedans, quelle part de ta propre vie, quel positionnement tu as par rapport aux histoires que tu racontes, dans ces deux bouquins en tout cas. Ok, oui. En fait, dans la dédicace, c'est pas moi, c'est Romane. C'est bien Romane. Oui. Ok. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné, du coup, voilà, j'ai un peu regardé dedans. Mais ouais, il y a beaucoup de... C'est pas du tout autobiographique ce que je fais, mais j'étais très influencée et moi j'aime beaucoup les histoires autobiographiques et j'en lisais beaucoup. Mais par contre, je crois que j'ai pas encore eu le courage de vraiment raconter ma vie à moi. Enfin, voilà, j'estime que y a des choses peut-être pas assez intéressantes. Mais par contre, je mets beaucoup de moi dans les projets de fiction, que ce soit les vêtements, les lieux, les personnes que je rencontre ou qui sont dans mon entourage. Je m'en inspire beaucoup pour rendre les histoires crédibles. Et notamment dans Bruit de couloir, l'internat qui est représenté dans l'histoire, c'est l'internat où j'étais. Donc c'est vraiment, les chambres étaient disposées comme ça. Du coup, il y a des souvenirs pareils quand on devait descendre avec les couettes au milieu de la nuit pour le truc de sécurité. Enfin voilà, c'est des choses vécues et qui sont remises dans la fiction. Et chacun des personnages est un peu inspiré de gens que j'ai rencontrés. Et pareil pour Sylvain, il y a des détails, des événements de la vie qui sont inspirés de proches. Donc je me réapproprie un petit peu les histoires de mes proches ou de ce que je vois, de ce que j'entends, et pour faire des histoires. Et c'est vrai que même avec la pratique du carnet de croquis, j'ai toujours tendance à écrire ce que j'entends piocher un peu les petites phrases et les petits moments de vie que j'observe. Et des fois, j'enregistre des choses sur mon téléphone aussi. Voilà. Des exemples de croquis d'observation avec des notes.
Ouais. Pardon, je me demandais juste, il y a quand même cette histoire de toilette à l'internat dans ton récit façon blog BD il y a quelques années. Il y a les couloirs de l'internat dans Bruit de couloir. J'ai bon espoir qu'on ait les toilettes de Maison Fumetti dans ton prochain album. Et ben oui, très Ouais, bientôt. trop bien. Je crois qu'ils sont très 2025, bien dans le complexe. Non, mais ouais, je me nourris beaucoup de tout ce que j'observe dans ma vie, et les personnes que je rencontre. Et l'internat, ça a été aussi parce que Alessandro Tota en FSND, je parle trop. Ok. Je me demandais si je revenais encore sur Bruit de couloir ou si on passait à la suite. Je fais une petite transition, mais Non, vas-y. Mais voilà, c'était juste, il m'avait fait une remarque quand je lui avais présenté mon projet sur l'internat. Il me disait « Ah, mais on peut dormir à l'école et tout ». Il ne connaissait pas du tout le concept d'internat. Et du coup, je me suis dit « Ah, ok, bon, bah, c'est peut-être intéressant du coup de raconter ce qui se passe à l'internat, parce qu'il y a des gens apparemment qui ne le vivent pas et qui ne savent pas ce que c'est. » Et voilà. Et après, j'ai entendu un podcast sur Arte de Emmanuelle Tornero, qui était surveillante à l'internat, qui enregistrait un tas de bruits et d'échanges des filles à l'internat et tout. Et elle en a fait une espèce de fiction un peu horreur. Et je trouvais ça trop bien comme univers. Et voilà. Alors moi, j'ai une expérience d'internat aussi. Et ta BD m'a fait replonger dans mes souvenirs aussi. Il y avait des points communs, y compris descendre avec ses quads sur le dos en plein milieu de la nuit à cause de l'alarme incendie. Peut-être une dernière question sur Bruit de couloir quand même. Donc toi, ton intention de base, c'était quelque chose de l'ordre d'une chronique sur l'adolescence et l'internat. Et il y a quand même cette notion des conséquences du harcèlement, de l'idée que une jeune fille harcelée, donc, en tout cas qui a transmis une image un peu dénudée à son petit copain et qui est victime de... je ne sais pas quel est le terme, mais... Slut shaming. Ah ouais, c'est ça, slut shaming. Son copain diffuse la photo, elle change de lycée et finalement, dans son nouveau lycée, elle pétrie sans doute de rancœur et de plein de sentiments. C'est elle qui va quand même répandre un peu la discorde et pas mal de problèmes parmi ses nouvelles amies. Et ça, ce sujet-là, il me semble qu'il est arrivé ensuite, par la suite. Ouais, il s'est greffé en fait à l'histoire. Parce que, avec les retours que j'ai eus à l'école et tout, et les gens que j'ai rencontrés, on me disait que il manquait un truc dans mon intrigue et que une tranche de vie, ça suffit pas, il faut un truc de fond. Donc j'ai greffé un petit peu l'histoire du harcèlement, mais qui, finalement, ça marche bien dans l'esprit du lieu, de l'adolescence, des questionnements qu'on se pose. Et du coup, je voulais faire un personnage qui était ni méchant ni gentil, mais un peu ambivalent, et montrer un peu comment on en arrive là. En fait, je me suis demandé comment le harceleur en arrive à harceler, pourquoi il pourrait faire ça et tout. Et du coup, j'ai imaginé qu'elle avait un passé où elle-même a été harcelée et que c'était sa manière de se protéger dans le nouveau lycée. Et en fait, souvent, ça arrive qu'en cas de harcèlement, on demande à la victime de changer. Et en fait... le problème n'est pas résolu, il est juste déplacé, quoi. Et sans que le harceleur ait quelque chose. Donc c'est toujours à la victime de changer de lieu. Donc il y a plusieurs questions que je voulais soulever dans ce projet. Donc il y a l'histoire du slut shaming. Donc déjà, le fait que les hommes puissent utiliser... l'hypersexualisation de la femme pour se moquer, pour les harceler et pour se vanter. Ouais, voilà. C'est le cas en aussi. En fait, lui, dans l'histoire, son petit ami, on va le féliciter, quoi, et elle, on va la traiter de salope. Je sais pas si c'est censuré les mots, mais voilà. Salope. Pardon, c'est de la fiction. Mais alors Tu craques. On est un peu chamboulé ce week-end. Pardon, je te laisse poursuivre. Pas de souci. Mais ouais, du coup, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que finalement, la seule solution qu'elle trouve dans son nouveau lycée, c'est de créer des nouvelles victimes elle-même et de créer des situations où les autres filles vont être victimes. Et en fait, il y a ce truc aussi de... les filles avec les filles sont mauvaises, quoi. Il y a un truc un peu de au lieu
d'être solidaire et de créer une sororité. Il y a un peu un truc de... Je sais pas, où on voit de la concurrence et puis voilà, elle va utiliser ça pour se protéger finalement. Donc, et d'aller vers cette thématique, c'était une suggestion d'éditeur, ou c'est venu de toi, je sais pas. Ou un peu des deux. Ouais, un peu des deux. En fait, on m'a suggéré d'avoir une intrigue. Et ouais, moi j'ai fait un peu des recherches et j'étais tombée justement sur un article qui parlait d'un bourreau qui racontait un peu son histoire et tout. Et voilà, je sais pas, après j'ai commencé à m'intéresser un peu au harcèlement scolaire et à faire 2-3 recherches. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas tant le harcèlement, c'était plus un personnage ambivalent qui va manipuler et surtout, je voulais que, ouais, on a un petit goût amer à la fin de la BD, enfin, qu'il y a un truc un peu malaisant, quoi, pour qu'on se pose des questions, et notamment sur le fait que, voilà, c'est toujours à la victime de bouger, quelle est la part de responsabilité des autres dans son comportement à elle, au final. Est-ce que c'est elle qui est à blâmer, quoi? À quel point ça vient d'elle, le côté mauvais, à quel point ça vient des autres, et voilà. J'aime bien quand tu dis que tu avais déjà l'idée de terminer sur un petit goût amer. J'ai l'impression que tu n'es pas là dans tes BD pour faire un chemin de réconciliation ou passer un message moral. Tu poses des problématiques et tu n'es pas forcément là pour y répondre. Ouais, non. J'aime bien que chacun choisisse sa fin. Après, dans Sylvain, par exemple, on m'a posé la question, j'ai fait des rencontres avec des collégiens, ils me demandaient pourquoi une fin heureuse. Et du coup, je suis là, je sais pas, je trouve que c'est pas non plus hyper joyeux, mais il fallait quand même une issue un peu positive, vu que ça parle d'un sujet un peu plus lourd. Mais ouais. Ça peut être le moment de resituer justement le sujet de Sylvain et le contexte aussi de la création du bouquin. Donc Sylvain, c'est le prénom de qui ? Ouais, c'est vrai qu'on m'a demandé plein de fois qui était Sylvain. Et puis même en dédicace, il y a une personne qui s'appelait Sylvain qui était trop heureux d'acheter mon livre et qui s'est dit « Ah, trop bien, il a mon nom et tout ». Et après, je lui ai dit Sylvain, c'est un cancer. Et voilà. Mais il l'avait déjà acheté, donc ça va. Donc ouais, Sylvain, c'est le cancer de la maman de Charlotte et Romane que vous voyez sur l'image. Il y a une documentaliste aussi qui m'a dit qu'il pensait que c'était une histoire d'amour lesbienne. Mais ouais, la couverture est mystérieuse. Chacun projette ce qu'il a projeté, c'est ça. Voilà. Ça fait partie aussi de la sortie du livre après. C'est ça. Mais ouais, du coup, ça parle de deuil. Mais je voulais pas parler du deuil et de la maladie en utilisant la maladie comme le truc principal, mais je voulais me concentrer justement sur les filles qui grandissent et qui continuent leur vie avec l'absence de leur maman. Et du coup, dès le début, voilà, c'est pas un spoil, la mère meurt d'un cancer. Et Sylvain apparaît à Charlotte comme une sorte d'ami imaginaire. Et c'est une espèce de grosse boule avec des tentacules. Je sais pas s'il y a une image de... Ouais, voilà. Et il apparaît un peu à des moments ouais, où on l'attend pas, quoi. Voilà. Et Charlotte, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un personnage qui est, du coup, au moment de sa vie où elle voit son corps changer, ses émotions bousculées et tout. Donc, elle a, voilà, avec la puberté, ses premières règles, les poils qui poussent, les seins qui poussent aussi. Et en parallèle de ça, elle a vu sa maman, du coup, perdre ses cheveux, ses seins. Et du coup, il y a aussi le rapport à la féminité qui peut faire peur. Et c'était voilà comment on vit l'absence de sa mère à ce moment de vie. Et en fait, ça va être les étapes du deuil dans le livre. Donc j'ai vraiment réfléchi et conscientisé les étapes du deuil dans l'avancement de l'histoire. Donc au début, on voit vraiment le personnage de la mère en entier, même qui parle quand elle est encore vivante, il y a une espèce de flashback. Après,
Donc Charlotte la voit dans un peu un monde imaginaire où elle peut communiquer avec elle. Et donc on a une première apparition, on voit son visage. Ensuite, la deuxième apparition, on voit plus son visage, mais on voit que son corps. Et après, on la voit plus, les apparitions s'arrêtent. Et on voit que Sylvain. Et à la fin, on voit la tombe. Mais peut-être que je suis en train de spoiler tous les livres, mais il n'y a pas trop d'intrigue, donc ça va. Mais... Oui, enfin, c'est voilà, la mort de la maman de Charlotte et Roman, enfin, c'est acté assez vite, mais ce qui est vraiment intéressant, alors il est dédicacé à ma fille, je l'ai offert à ma fille il y a 1 an, et j'étais un petit peu inquiet, moi, en lui offrant. Je n'ai pas lu avant, souvent on lit avant ce qu'on offre aux enfants, et puis là je ne l'ai pas fait. Puis au bout d'1 heure, elle est revenue, elle avait l'air contente, elle m'a dit c'est un peu triste, mais je crois que je peux comprendre comment ces portraits de jeunes femmes, d'adolescentes a pu lui parler, parce que on a vraiment, Charlotte et Roman sont hyper attachantes, quoi, en fait, parce qu'elles traversent par à la fois l'énormité de ce qu'elles traversent, la maladie, la perte de leur maman, puis la banalité des petites choses de la vie. Enfin, il y a le petit, c'est presque un gag récurrent, les repas aussi, enfin, à quoi ressemblent les repas dans leur famille. Oui, c'est ça qui m'intéressait, c'était de montrer comment on continue à vivre et puis comment en fait la vie continue. Et il faut s'occuper du corps qui change, des écoles pour Romane, de son avenir, des sorties scolaires à la piscine, de sa chaîne YouTube, en gros tous les choses qui animent la vie de ces adolescentes, quoi. Et en fait, je voulais que la maladie apparaisse sous différentes formes aussi. Il y a beaucoup de métaphores dans ce livre. Donc ça se passe près de la mer. Bon, ça c'est un peu facile, mais voilà, la mer. Il y a plusieurs formes de Sylvain. Il y a aussi le ballon de basket. Donc Roman a fait du basket. Et souvent on compare le cancer à la taille d'une balle de ping-pong, d'une balle de golf, etc. Donc là, c'était pour montrer que c'était un gros cancer. Et je jouais un peu. En fait, c'était pour montrer aussi que quand on perd quelqu'un, on voit les images... on voit des liens partout dans sa vie de tous les jours, au final. Donc la vie continue, mais à chaque fois, il y a des petits rappels. Et ça peut être dans des moments où par exemple, les repas de famille et tout ça, quoi. Ah oui. On l'avait bien. Alors. T'as inséré, tu peux nous parler de cette image? Donc là, c'est une photographie parce que ça s'imposait. Ouais. On avait envie de montrer ça. Il y a du coup le personnage de Romane. Elle veut faire une école d'art à Paris. Voilà, ça a un peu inspiré. Mais voilà. Et du coup, sa prof lui propose de faire une gravure et elle fait une gravure avec des tentacules de pieuvre. Donc pareil, la pieuvre, c'est une des images qui rappelle un peu le cancer. C'est un peu son Sylvain à elle, finalement. Et l'idée d'avoir la gravure en vrai, matérialisée, c'est un petit kiff personnel, on va pas se mentir. Mais voilà, ça rend un peu le truc réel. Et j'ai un copain qui m'a dit mais tu as brisé le 4e mur, on rentre dans le truc. Donc voilà, c'est le résultat de sa gravure. Donc on a fait ça en sérigraphie parce que au début je voulais faire une vraie gravure parce que moi j'aimais bien ça, mais ça coûte super cher et c'est super long. Et donc on a imprimé ça en sérigraphie, c'est une petite carte qu'on peut détacher dans le livre et il y en a 3 différentes. Donc en fonction du livre que vous n'avez pas le même dessin que quelqu'un d'autre. On peut les collectionner. Oui. Et je crois que l'éditrice avec laquelle tu as travaillé sur ce bouquin n'était pas la première éditrice avec qui ça aurait pu se faire, mais que c'était finalement, tu t'es dit que c'était la bonne personne. Et ça, je trouve que c'est intéressant, pareil, pour le public, lecteur, lectrice ou auteur, autrice, de se dire que, en fait, le chemin est fait de plein de problèmes, ou de choses qu'on a l'impression qui sont... Parfois, on peut avoir l'impression que ce sont des échecs. Et finalement, après, rétrospectivement, on peut aussi se faire la lecture de se dire c'était juste des étapes pour arriver à quelque chose de mieux, finalement. Et toi, tu peux nous raconter, du coup, ta rencontre, en tout cas, la particularité ou, je sais pas, le chemin, justement, avec cette éditrice Mélanie de Même Pas Mal. Oui.
Oui, c'est vrai que Sylvain, c'est un projet que j'avais présenté. Enfin, j'en avais parlé avec une éditrice de Delcourt qui était super emballée. Et on a beaucoup travaillé sur le dossier éditeur. À l'époque, j'avais présenté ça un peu comme... j'avais l'idée déjà que Charlotte puisse un peu voyager dans sa tête, dans un monde imaginaire, où elle voyait Sylvain et elle discutait avec lui, elle revoyait sa mère et tout. Et il y avait des mises en page qui étaient beaucoup moins bande dessinée, c'était un peu plus sans cases. Voilà, enfin, c'était de la BD toujours, mais c'était beaucoup plus déstructuré. Et du coup, on a fait un dossier pour présenter ça à Guy Delcourt, qui est le big boss des éditions Delcourt. Et lui doit valider tous les projets. Et donc, même si un éditeur de chez Delcourt est OK pour publier le livre, il faut la validation de ce monsieur. Et du coup, on n'a pas eu la validation de ce monsieur parce que ça rentrait pas dans une catégorie qui existait. On ne savait pas si c'était de la jeunesse, de l'adulte, de l'ado, de la BD, un livre illustré. Du coup, c'était problématique pour le vendre et le commercialiser. Donc voilà, c'était... on a quand même échangé pendant plusieurs semaines, mois pour... et c'était un peu les montagnes russes des émotions, du coup, pour en arriver là. Et finalement, j'envoie le dossier aux éditions Même Pas Mal. Et je rencontre Mélanie, qui est l'éditrice de Même Pas Mal, sur un stand à Angoulême. On tenait un stand au spin-off, et puis elle était venue me voir. Et elle était toute je sais pas, intimidée. Elle me disait, voilà, je suis fan de ton travail et tout. Je connais déjà ton travail et tout. Je serais trop contente de bosser avec toi. Et du coup, on était toutes les deux dans une émotion très particulière, et on était là en mode ah, mais non, c'est moi qui t'adore, non, c'est moi. Et voilà. Donc, on en a reparlé. Et en fait, elle m'expliquait que ce projet avait un lien assez intime avec son vécu, et qu'elle se reconnaissait pas mal dans les personnages. Et en fait, Chloé et Mélanie, qui ont les éditions Même Pas Mal, sont sœurs. Et voilà, je pense que je peux le dire, mais elles ont perdu leur maman un peu au même âge que mes personnages. Et du coup, ça a créé un lien assez particulier. Et je me suis dit que voilà, c'était les bonnes personnes pour publier ce livre. Et voilà, zéro regret. Je suis très contente d'avoir fait ça avec elle. Chez pour Guy Delcourt. Ouais. Bien fait pour lui. Bonjour, monsieur Delcourt, si vous nous écoutez. Guy, si tu nous regardes. Alors, on a mis quelques images de côté d'un sujet que tu avais fait pour Topo. Qui va nous amener un petit peu sur la suite aussi. Oui, puis je crois même qu'on va pas en parler, parce que vous avez qu'à être abonné à Topo. C'était dans le Topo numéro combien ? Voilà, tu me poses une question quand même. Je sais plus du tout. Au cas où. C'était donc le sujet Parlons sans filtre. Je vous propose de juste regarder très rapidement le propos. Ça date de quand, à peu près ? 2022. Ouais, c'est assez récent. Parce qu'on arrive à des problématiques qu'on va aussi développer dans... Ah, je crois que c'était novembre. Parce que, en fait, je me souviens avoir dessiné ça pendant l'été. Et je me suis dit, non, mais ça va sortir en hiver. Du coup, je leur fais des pulls et pas des t-shirts. Voilà. Oui, c'est des problématiques de dessinateurs et dessinatrices qui œuvrent pour la presse. C'est que, par exemple, pour les histoires de Noël, tu les fais 6 mois avant. Donc faut se projeter. T'es pas dans le mood, quoi. On m'a parlé de ça, ouais. Je crois justement qu'on touche à quelque chose que moi j'ai pu remarquer, que nous avons un camarade de l'atelier, ici Tristan a peut-être remarqué aussi, c'est que tu as beaucoup de conversations sur les projets, ton projet, les projets des uns des autres, et c'est très, très agréable. Mais tu n'es pas à cet atelier manu que pour ça, tu es là pour travailler, et tu travailles intensément, et je crois que nous sommes assez impressionné par ta capacité de travail. Tu as été accueilli ici suite à une candidature pour donc la résidence de Maison Fumétique, une résidence de 3 mois, qui est là pour développer un projet personnel qui peut être signé ou en cours de signature. Enfin, je crois qu'il n'y a pas trop de restrictions par rapport à ça. Et en contrepartie, proposer un projet d'action culturelle que tu mènes donc depuis quelques semaines déjà. Je propose de regarder
un petit peu les images pour juste... Nous aussi, c'est la fin du week-end, ça va nous permettre de remémorer. Hop, hop, là, on se fait un petit backup derrière. Mais surtout, je vous propose de regarder la richesse des choses envoyées. Alors, je vais revenir à ça là-dessus. Ah oui. C'est un petit peu une passion que tu nous avais cachée, dessiner des femmes sans nez. Non, je reviens là-dessus parce qu'on va introduire tout ça par un article de Jérôme Lachasse, le journaliste de BFM TV. On va y revenir après. Je propose de regarder quelques images. Ah, bah voilà. Cet enchaînement me semble assez essentiel. Donc celui-ci, tu l'as fait la semaine dernière, je crois. C'est ça, ouais. Non, bien sûr que non. C'est pas notre moment le plus radiophonique, Loïc. Je sais pas si je dois commenter ou pas dessus. Non. Voilà, le complexe. Le complexe, c'est un projet qui est signé chez Casterman, que tu développes depuis quelque temps déjà. Et alors moi, j'ai trouvé assez intéressant de démarrer par ceci, parce qu'il y a 3 ans, il me semble, Jérôme Lachasse, le journaliste bande dessinée de BFM TV, qui est un journaliste qui amène souvent des sujets, des contrepoints assez intéressants sur la culture bande dessinée. On se demande ce qu'il fout chez BFM TV, du coup, mais c'est une autre histoire. Jérôme, si tu nous regardes, on se demande ce que tu fous chez BFM TV. Il avait abordé la question à savoir pourquoi les héroïnes de bande dessinée n'ont pas de nez. Et on commençait avec cette série de personnages de bande dessinée essentiellement ou uniquement dessinés par des hommes d'ailleurs. Et puis il y avait ces 2 citations. Il y avait plein d'autrices interviewées, et notamment cette remarque de Marion Montaigne qui disait je pense que c'est une néothénie. Il y a des chiens qui, contrairement aux loups, ont des traits juvéniles pour plaire aux humains. Ça s'appelle la néothénie, domestication. Comme il faut que la femme soit mignonne, elle n'a donc que des traits juvéniles. Le canon de beauté est une femme qui ressemble le plus possible à un préado, car à cette époque, on a tout un petit nez. Les dessinateurs ne privilégient pas la réalité des femmes, mais leur propre fantasme, poursuit la spécialiste des BD de vulgarisation scientifique, Marion Montaigne. On avait une autre citation, une citation de Pénélope Bagieux. « Quand ce sont des femmes qui font des vrais trucs, on les pense comme un vrai personnage, donc elle a un nez, et quand le but est qu'elle soit juste canon, elle n'a pas de nez. » Ce projet, le complexe, il touche justement à un débat de représentation, enfin de domination culturelle, de male gaze, qui est propre à la bande dessinée et qui est commun à plein d'autres milieux. J'arrive à l'ouverture de ce dossier. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passé de 2 projets, donc Bruit de couloir et Sylvain, qui sont des projets très ancrés dans le réel? On n'est pas du tout dans la fiction, on est dans des choses, avec des choses observées, de la vie que tu rapportes, que tu notes, que tu introduis dans tes récits, à un projet qui, lui, même s'il s'ancre dans le réel et dans la réalité des corps, va plus lorgner vers la fiction, vers la science-fiction, voire la politique-fiction même. Est-ce que tu peux nous raconter ceci ? Oui, je sais pas, j'ai l'impression déjà que de projet en projet, j'expérimente à chaque fois des nouvelles choses, que ce soit par la technique ou par les thématiques. Moi, j'aurais beaucoup de mal à faire la même série toute ma vie, je pense. Et du coup, je découvre aussi la lecture de science-fiction et voilà, ce domaine-là que je méprisais un petit peu avant. Et voilà, je trouve que c'est une bonne manière de dire les choses et de dénoncer des choses, notamment des sujets de société. Et je pense que dans Sylvain, on a déjà un premier pas vers la science-fiction avec ce personnage de la maladie, du cancer qui collectionne les seins. Il a une espèce de boutique avec des parties du corps qui sont là. Et c'est vrai que là, du coup, dans ce projet, le complexe, je peux peut-être dire le pitch rapidement, mais... Ouais, vas-y.
Je vais le lire. Donc, Inès, Nadège et Tony sont les grands gagnants d'un séjour d'exception au complexe, un lieu idyllique qui promet de les débarrasser de tous leurs complexes en 5 jours. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un lieu un peu idyllique, comme une grande entreprise qui rendrait le corps commercialisable, quoi. Et la science-fiction, c'est le meilleur moyen de dénoncer ça et d'en parler. Je sais pas vraiment comment... je crois qu'il n'y a pas de chemin logique entre mes projets, quoi, pour en venir à... C'est un fonctionnement par obsession, en tout cas. Oui. Tu te dis, là, j'ai envie de... Il y a un sujet, quelque chose qui me porte, qui m'obsède, et tu agrèges des choses, j'ai l'impression. Donc là, on a un exemple de plusieurs carnets à différentes époques. Oui. On peut presque voir comment les choses s'agrègent. C'est ça. Mais c'est vrai que, en fait, l'idée du complexe, du projet que je suis en train de faire en ce moment, je l'ai eu en avril 2018. Donc là, c'est le premier carnet avec les premières notes. Et je notais des trucs que j'ai observés. Voilà, j'ai lu aussi Beauté fatale de Mona Chollet à cette période. Et en fait, mon premier livre Bruit de couloir est sorti en 2019. Donc l'idée du complexe, elle était déjà là avant la réalisation de mes autres livres. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, j'ai une obsession sur des sujets et je trouve qu'il y a une manière d'en parler qui fonctionne pour certains sujets. Et pareil, la peinture, ça a fonctionné pour une histoire comme Sylvain, mais ça n'aurait pas fonctionné pour le complexe, par exemple. Enfin, moi. Pourquoi tu penses que ça fonctionnerait pas ? Ça pourrait fonctionner, mais ça raconte des choses, la technique, et du coup, ça, je sais pas, ça rend un truc un peu doux, nostalgique, et c'est une technique lente. Et je trouve que l'encre et le noir et blanc, ça contraste plus, ça crée un côté angoissant, et voilà, c'est ce que je recherche en tout cas pour ce projet-là. C'est vrai qu'on est plus dans Brésil, quoi. Quand tu disais tout à l'heure que tu n'es pas là forcément pour apporter le réconfort, en fait, ça dépend des bouquins, puisque oui. Dans Sylvain, tu nous amènes quand même vers là, on voit une lumière au bout du tunnel du deuil. Mais là, effectivement, il y a quelque chose d'horrifique, même dans le complexe. Oui, complètement. Et ouais, c'est assumé. À un moment, je me suis demandé aussi où j'allais dans ma démarche créative d'autrice de bande dessinée. Est-ce qu'il faut justement avoir un lien entre tous ces projets ? Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut en fonction du projet, de changer de style, de changer de technique, de changer de public ? Enfin, voilà, c'était des questionnements aussi qui me traversaient. Mais je crois que j'aime bien l'idée d'assumer un style différent pour chaque projet et voilà, d'aller au bout de ce que je veux exprimer là-dessus. C'est un peu horrifique aussi, cette image. Je reviens sur ce portrait justement parce qu'il y a la question de... Enfin, ce qui est intéressant dans tes projets, et notamment dans celui-ci, c'est de voir comment les corps sont traversés par les épreuves, comment les épreuves traversent les corps aussi. Et c'est le cas dans Bruit de couloir, puisque Priscilla, pour éviter de devenir à nouveau slut-shamée suite à un nude qu'elle a envoyé à son petit copain de l'époque, devient elle-même bourreau. Dans Sylvain, on a 2 enfants qui voient leur corps évoluer et qui traversent en même temps le décès de leur mère. Et ici, dans le complexe, on est tout à fait dans l'idée d'assumer la transformation du corps. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. Et on a trouvé pertinent de mettre cette image-là parce que ça touche aux questions d'esthétique, ça touche aussi à l'environnement dans lequel tu as grandi, enfin, la question du salon de coiffure, la perfection, les questions d'esthétique. Le fait que tu nous disais aussi copier Margot Motin, qui renvoyait comme une image de choses assez parfaites techniquement et dans le propos aussi. Et là, on sent la singularité pointée vraiment. La singularité, c'est aussi il y a un paradoxe assez intéressant entre cette singularité, toi, que tu développes dans ton travail, et la singularité que l'on veut justement gommer, que tes personnages veulent gommer au complexe. Ouais, c'est vrai, il y a un truc très lisse. Je sais pas, un peu dans les personnages de Margot Motin qui renvoie une vie un peu parfaite et tout. Les stars qui
voilà, un brushing parfait. Et c'est un peu l'objectif de vie, quoi. Ça vend un peu du rêve, ce genre de vie, ce genre de physique, ce genre de brushing aussi. Et en fait, oui, dans le complexe, ouais, je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que c'est une fabrique de clones finalement, parce qu'en ce moment, l'actualité, la chirurgie esthétique et tout, enfin, je sais pas, là, je commence à partir loin, mais... Vas-y, c'est bien. Ok. Il y a un double truc avec le corps en ce moment. C'est du coup, on veut toutes ressembler au même visage qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui est très codifié d'ailleurs, avec les filtres, les pommettes, la mâchoire saillante, le nez fin, etc. Ce nez, il revient beaucoup du coup dans les modes. Et en même temps, il y a le body positive qui nous donne envie d'accepter notre corps comme il est et d'accepter nos singularités. Et en fait, je trouve ça marrant de voir que tout le monde veut être spécial et célèbre. Et au final, tout le monde fait la même chose et se ressemble et devient pareil. Et du coup, personne n'est vraiment particulier. Et ouais, il y a beaucoup de paradoxes et j'aime bien questionner tout ça. On peut voir par ces documents de travail que nous a fournis. Vous parliez de True Crimes tout à l'heure, qui est une passion que vous partagez. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être devant quelque chose de l'ordre de True Crimes ici, avec des pièces décodifiées ou des cold cases et tout. Là, on a des différentes étapes d'écriture. Il y avait vraiment beaucoup plus de choses, hein, je tiens vraiment à le signaler. Et c'est aussi assez remarquable le fait que tu développes tous ces éléments, mais aussi que tu aies une sorte d'analyse de ton parcours de construction et d'écriture. En quoi cette auto-analyse de ce parcours il est important pour toi, et tant bien que tu es consciente de cette auto-analyse ou pas, quoi. Je crois que là, je suis en train de l'analyser là tout de suite, mais c'est pas un truc que j'ai conscientisé avant. Je vois toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour faire ce projet. Et ouais, toutes les questions que je me suis posées. Et voilà, mais ouais, je sais pas, je crois que je suis pas très consciente de l'évolution de mon travail et en même temps... Ouais, je sais pas comment répondre à cette question. Okay. Il n'y a pas forcément de réponse à avoir. On peut préciser par contre, par rapport à l'étape, enfin on peut rentrer plus concrètement dans les étapes de travail dans lesquelles tu es actuellement. Tu es donc arrivé à Maison Fumetti pour 3 mois. Tu es arrivé avec quel matériel, quelles intentions et quelles ambitions durant ces 3 mois pour avancer ce projet? Est-ce que tu peux nous dire à quel état il est? À quel état tu penses le mener au bout de 3 mois? Ouais, il est en chantier. En fait, je sais même plus quand j'ai commencé exactement, mais ça fait très longtemps que je suis dessus. J'ai fait plein de versions de scénarios, il y en a 16 en tout, où c'est vraiment que du texte avec ce qui se passe et tout ça. Et après, j'ai commencé à faire un storyboard, donc un dessin rapide au stylo sur des feuilles format A5, quoi. Et j'ai rempli tout un porte-vue et il y avait 265 pages et j'ai fait ça en 1 mois. Et après, j'ai relu, j'ai trouvé ça nul, j'ai recommencé. Et voilà, donc j'ai fait... là, je suis à la version 9, 10, 11, je sais plus, 11, je crois, du storyboard. Et je pensais vraiment arriver à cette résidence et commencer les planches. Et voilà, affiner un petit peu la fin, qui est encore un peu... qui est pas encore top, quoi. Mais je pensais vraiment dessiner, j'ai pris plein de papiers et tout, je me suis dit ça va être incroyable. Et voilà, il y a 2 mois qui sont passés là et j'ai pas commencé une page. Tu nous as beaucoup aidé sur le festival aussi, donc ça t'a pris oui, du temps. Oui, bon, par contre j'ai vécu plein de choses humainement et ça m'apporte beaucoup quand même cette résidence et c'est bien, j'ai pu échanger aussi et te faire lire notamment... Enfin, je sais pas si tu as lu aussi, mais Si. voilà, vous faire lire une version du storyboard.
Et c'est trop précieux d'avoir des retours. Mais à un moment, il faut aussi arrêter d'écouter les retours de tout le monde et se faire confiance et se lancer, quoi. Moi, je me demandais si ce truc de beaucoup refaire, quel est le dosage de plaisir et de souffrance que tu as là-dedans? Est-ce que ça reste une joie ou est-ce que vraiment c'est un truc... Est-ce que tu aimerais moins refaire finalement? Est-ce que c'est un truc peut-être de manque de confiance ou non? Ou ça te va de fonctionner comme ça? Bah non, ça me va pas. Ah, d'accord. Non, ouais, j'aimerais bien pondre un livre en 1 an, quoi. Mais non, j'y arrive pas. Je crois que je suis trop perfectionniste et que du coup, j'ai peur d'ancrer le truc dans le réel enfin, que ce soit un truc où je sais que j'aurais pu faire mieux et que c'est pas encore bon. Si moi, je sais que c'est bien et que, ok, voilà, on le sort en l'état, d'accord. Mais là, je sais que je peux améliorer et du coup... c'est compliqué de se dire non, on arrête maintenant. Et en fait, surtout pour ce projet-là, en fait, c'est un puissant fond parce que le sujet du corps, c'est interminable, quoi. Et moi, ça me passionne. Donc, dès que je trouve un truc, je prends des notes. Après, je découvre des articles, de l'actualité sur les influenceurs, influenceuses sur Instagram qui vendent des produits dangereux, qui font des injections illégales. Et en fait, tout ça, du coup, je vais lire un article, 2 articles, 3 articles et... T'as envie de l'intégrer? Ouais, et je me dis, ok, on peut peut-être ajouter une petite scène avec ça et tout, ça peut être bien. Et ouais, j'avais énormément de sujets différents dans ce projet au début, que j'ai beaucoup gommé, enlevé tout ce qui était pas nécessaire, parce que sinon ça va dans tous les sens. Mais ouais, je pourrais faire encore plusieurs livres sur ce thème, quoi. Et du coup, quel est ton rapport au délai? Ça te fait du bien d'avoir un délai parce que tu dis, ok, là, je referme la boîte à idées un peu et j'exécute les idées faites, ou c'est trop dur d'avoir le délai parce que tu as envie de continuer à chercher? C'est un peu vicieux parce que typiquement, on a signé le projet J'ai rencontré mon éditrice fin 2022. On a signé janvier 2023, je crois, un truc comme ça. Et je lui disais, oui, je finis les planches fin 2023. Mais ça me paraît ambitieux, là. Mais en tout cas, sur le contrat, c'était ça. Je devais rendre les planches fin 2023, sortie 2024. Voilà. Bon, on est en juin 2024. Et du coup, là, on s'est dit, OK, sortie 2025. Et là, la semaine dernière, mon éditrice m'a dit, bon, peut-être 2026, finalement. Donc je sais qu'il y a un délai et tout, mais en même temps je sais que ça peut être repoussé et que c'est pas très grave tant que c'est pas encore annoncé officiellement. Donc c'est un peu un piège. Mais j'essaie de me mettre des délais, mais voilà. Quelle est la part des questions de fond? Parce que tu parlais tout à l'heure de ces doubles injonctions liées aux singularités que l'on souhaite gommer, enfin, avec plein de modèles parmi les influenceurs, les stars, etc., qui prônent un physique ou des physiques à la mode, avec des choses qui changent en plus, avec lesquelles il faut se raccorder sans arrêt. Et cette double injonction, donc, celle-ci et celle du body positive aussi, comment elle se percute, comment elles se cognent, comment elles vont ensemble ou pas. Est-ce qu'il y a aussi de pures raisons narratives qui font que tu réécris ces différentes versions actuellement, enfin 10e ou 11e version? Quelle est la part de ces deux choses? D'une part, les questions de fond, thématiques ou strictes raisons narratives, liées au fait que tu as 3 personnages principaux, là où à la base tu voulais en avoir 4 même, tu en as supprimé un, il me semble, pour recentrer sur 3. Oui, ouais, carrément. En fait, il y a aussi l'actualité et les sujets de fond qui évoluent. Donc, au début, en 2018, là, j'avais un peu l'idée de parler justement de cette fabrique des clones. Et c'était un peu l'objectif de ce projet. Et de montrer qu'en fait, la mode des corps, elle change tellement vite qu'on ne peut plus s'arrêter et qu'on n'arrive plus à suivre, quoi. Que c'est une mode comme une autre, quoi, d'avoir un nez fin, des grosses fesses, etc. Et en fait... je voulais qu'à la fin du livre, la mode change et qu'en fait, tous les gens qui sont venus faire ce séjour au complexe se retrouvent face au fait que, ça y est, ils viennent de faire le truc, mais ils sont déjà plus à la mode, quoi. Et en fait, il y a eu Kim Kardashian qui a mis à la mode le corps vraiment, on va dire difforme, parce que c'est pas un physique qu'on peut avoir naturellement, quoi, avec des fesses énormes,
un ventre très fin, une grosse poitrine. Et en fait, ça, c'était un goal à partir de 2010. Et en fait, là, c'était quoi, 2018, 2019 ou un peu après. Bon, je sais plus, mais en tout cas, elle s'est fait enlever, là, c'est chirurgie pour rétrécir les fesses et la poitrine. Donc là, ça relance une nouvelle mode de corps. Donc en ce moment, toutes les influenceuses qui se sont fait injecter, s'enlèvent leur prothèse à la poitrine, les injections dans les lèvres, etc. Et il y a eu beaucoup de problématiques à cause de tout ça aussi, des nécroses, machin et tout. Et je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Mais ça change l'histoire, finalement. La narration, le lien entre les sujets de fond et plus technique de narration, quoi. Oui. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ok, il faut une autre approche. Et en fait, au début, je voulais ancrer un truc dans l'actualité et qu'on puisse s'identifier au mode, au personnage et à une temporalité, quoi. Que ce soit en lien avec ce qui se passe. Et en fait, je me suis dit que le livre va pas vivre longtemps parce que voilà, les modes changent et tout. Donc le fait d'avoir un univers un peu déjà de science-fiction avec des personnages qui veulent pas forcément tous le même corps, qui n'ont pas tous le même complexe, c'était mieux et plus général, quoi. Mais c'est quand même c'est toujours un questionnement en fait de comment représenter les corps dans ce livre. Est-ce que ça va être des corps très codifiés? Est-ce que du coup ça va être avec les modes que nous on a en France? Est-ce que ça va être je sais pas, parce qu'en fonction des pays on n'a pas les mêmes modes de corps et il faut que ce soit universel. Et du coup c'est un gros questionnement. J'ai pas encore tout résolu, mais voilà, ça va venir. Peut-être que ça fera d'autres bouquins aussi. Oui. Et moi, j'avais une remarque. Alors, peut-être que ça t'évoquera... C'est pas vraiment une question, mais ça t'évoquera peut-être quand même des choses aussi à partager. Mais je pensais au sujet dit féminin, parce qu'on rigole sur notre passion pour le true crime, parce que ça se dit true crime, pas true crime. Pardon. Non, c'est impossible à prononcer. J'ai lu quelque part qu'il y avait quand même les podcasts de True Crime étaient écoutés par 75% de public féminin. Si on parle de la chirurgie esthétique ou de la cosmétique en général et des vedettes, des stars de ce monde-là, je pense aussi que si on regarde, ça va être très majoritairement un public féminin. Et en fait, moi, je trouve ça super en tant qu'autrice et en tant que lectrice de se plonger là-dedans, d'aller gratter sous la surface, parce que évidemment, en fait, ce serait un raccourci de se dire que parce que ça parle de choses de surface, que c'est superficiel. Évidemment que ça peut pas être que ça peut pas être juste superficiel et bébête et pas intéressant et trop léger par rapport à la politique et à l'économie et à couper du bois ou je sais pas quoi. Et voilà, donc je trouve ça chouette et cool et j'ai hâte de lire ce bouquin aussi pour ça, quoi. Trop bien. Non, mais ouais, c'est vrai que pareil, pour les personnages masculins, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que déjà il y a des hommes qui vont lire ce livre? Parce que le sujet de la chirurgie esthétique, c'est vrai que c'est assez féminin, même s'il y a quand même, je crois, 40% de mecs, mais c'est principalement pour les cheveux, pour des implants capillaires. Que voilà, il y a des opérations et du coup c'est aussi un questionnement de est-ce que ce livre va être considéré comme un livre un peu pour les femmes ou féministe, et ça j'avais très peur. J'aimerais bien que ce soit une histoire juste cool, que tout le monde a envie de lire sans s'identifier sans projeter quelque chose dessus de féministes politiques ou autres, et qui a un peu une deuxième lecture aussi dans l'histoire, parce que là on parle de complexe physique, mais finalement je me rends compte qu'il y a un double sens dans ce projet, et que ça parle aussi finalement de mon rapport à la création
et qui est voilà, de chercher toujours le toujours plus, le toujours parfait, et de toujours reprendre mon scénario. Là, et voilà, il fait des chirurgies et il veut pas s'arrêter, quoi. Donc, C'est bon, ça. Ouais. Une mise en abîme. Exact. Faut qu'on sorte de là, par contre, à un moment donné. Oui, là c'est bon, là mon séjour est bientôt fini. Il reste un mois. On va te faire une intervention, une intervention aussi. Oui, ça j'aime bien aussi. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir, parce que tu vas passer à la réalisation des planches, peut-être pas ce lundi, on va se remettre de ce festival Chamboultou, mais peut-être mardi. Mais plus sérieusement, par rapport au dessin, justement, tu joues avec des codes tu questionnes des codes de représentation, tu les intègres dans ton récit. Strictement en tant que dessinatrice, est-ce que tu peux avoir un plaisir coupable à dessiner des corps parfaits, des corps beaux, des corps qui répondent au canon? Est-ce que tu identifies un plaisir coupable de cet ordre-là ou pas du tout? Et qu'est-ce que ça amène comme question chez toi? Il n'y a pas de plaisir coupable, mais... en fait, là, pendant ce livre, cette histoire, le but, c'est de se moquer, c'est d'en faire une satire, quoi. Du coup, il y a... ce que je montre, c'est un peu second degré, quoi. C'est... je sais pas, les corps parfaits, on les veut et tout, mais au fond, on sait que c'est pas bien ce qui se passe. Donc, il faut les représenter. Après, ça va être un questionnement aussi. Est-ce que, du coup, je caricature un max ou pas, mais... On va pas trop parler du fond du récit, mais la personne qui tient ce complexe, il y a quand même la question d'une forme de prestance à représenter, prestance très mouvante, mais justement, qu'est-ce qu'il amène comme questionnement par rapport à la représentation, ce personnage? Parce qu'il y a quelque chose il y a une perfection en mouvement tout le temps chez ce personnage. Ouais, du coup, oui, je pense que ça spoil rien si j'en parle un petit peu, mais Jacqueline, c'est la big boss du complexe. Donc le complexe, c'est le lieu qui promet les gens de les débarrasser de leur complexe, justement. Et donc, c'est elle qui a créé ça et qui est là et qui supervise un peu le truc. Donc je me suis demandé aussi à quoi elle pouvait ressembler. Est-ce qu'elle était vieille? Est-ce qu'elle était jeune? Est-ce qu'elle avait fait elle-même des opérations ou non? Et j'aimais bien l'idée qu'elle ait un physique très mystérieux, où on ne sait pas à quoi elle ressemble. Elle change de visage tout le temps. Elle a des sortes de masques où en fait, on ne voit pas vraiment ni sa couleur de peau, ni son vrai visage. C'est toujours caché et elle peut... elle change de visage comme on changerait de chemise, quoi, ou de vêtements. Et j'aime bien cette idée parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment où on aborde la chirurgie esthétique comme le fait de faire ses courses, quoi. Et du coup, avec ce personnage, c'est un peu ce que je veux montrer. Mais au fond, ça cache quand même un truc de... on sent qu'elle n'est pas bien avec son corps, quoi. Sinon, elle ne ferait pas ça, je pense. Moi, j'ai peut-être une dernière question sur le bouquin. Ou je sais pas, le dernier, enfin. Et puis, on continuera ensuite sur la question des ateliers aussi, très rapidement, tout de même. Quand on lit ton storyboard, donc les pages sont telles qu'on le voit là, pour l'instant en rough, donc en jeté, quoi. Évidemment, pas de version définitive, mais il y a quand même quelques pages qui sont très définies. Et je me suis dit, ça a fait écho aussi à... Ouais, tu peux montrer la dernière image avec l'île des morts. Donc là, j'adore ce tableau aussi, c'est l'île des morts de Böcklin, c'est ça? Et oui. Donc c'est inspiré d'un tableau, l'image de droite. Et donc, oui, il y a d'autres images comme ça dans le projet tel qu'il est actuellement. On a l'impression que tu as des images... Moi, je me suis dit, tu as des images qui sont à l'intérieur de toi ou qui te hantent un peu. Puis ça m'a fait penser du coup à Sylvain, qui est quand même cette image très forte de ce cancer tentaculaire qui est l'ami imaginaire de l'héroïne. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça, d'être tu vois, de mettre comme des marqueurs dans tes livres, des images qui te suivent? Oui et non. En fait, ces images-là, moi, je les ai faites pendant
Le Inktober, c'est un peu un challenge. Voilà, pendant le mois d'octobre, on fait un dessin par jour. Et avec Léa, on avait pas mal discuté avec Léa Muraviec, qui est dans mon atelier. Elle avait fait ça pour son projet de BD d'avant. Elle utilisait un peu ce challenge pour justement faire une illustration de l'univers de sa prochaine BD pour réussir à se projeter. Et du coup, je me suis dit que c'était une idée cool et que au moins ça servirait un peu à quelque chose de faire ce challenge. Et en même temps, ça me forcerait à me projeter dans l'histoire, parce que moi j'ai beaucoup de mal à faire des pages définitives sans avoir le storyboard fini, le scénario fini et tout. Donc là, c'était vraiment des recherches et des images qui popaient, mais parce que j'avais envie de faire un peu ce challenge. Bon, j'en ai fait 7-8, j'ai pas fait les 31 évidemment. Mais voilà. Et du coup, là, je les ai mis dans le storyboard, mais c'est sûr que je vais les redessiner. Ce ne sera pas comme ça. D'accord. Ça vient vraiment de Inktober. J'avais une question par rapport à ce projet, ou du moins la manière dont tu mènes des actions culturelles liées à ce projet. Souvent, les gens qui sont en résidence ou des autoristes qui font de l'action culturelle reviennent de leur journée bien fatigués, parce qu'on a affaire à des publics très différents et c'est beaucoup de charges à mener. Il se trouve que lorsqu'on te voit rentrer à l'atelier de tes journées d'action culturelle, tu as l'air fatigué, certes, mais tu as l'air vraiment ravi. Et est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux expériences que tu as menées auprès de publics différents autour de ce projet, autour de la problématique du corps et lors de ces ateliers? Ouais, c'est vrai que moi, déjà, j'adore rencontrer un peu des gens et des publics qui ne sont pas forcément habitués à faire de la bande dessinée. Et au début, ils sont un peu... ils me disent, je ne sais pas dessiner. Et en fait, après, on leur montre que la bande dessinée, tu n'es pas obligé de savoir dessiner. Et c'est cool. Donc là, j'ai fait des ateliers avec des collégiens, donc une classe de 5e et une classe de 4e. Et on a travaillé autour des complexes et on a imaginé le corps parfait de demain, parce que je leur ai montré un petit PDF avec les modes des corps au fil des années. Et je sais pas, au Moyen-Âge, on enlevait les cheveux, par exemple, du devant pour avoir un très grand front. Après, il y avait la mode d'avoir la peau très blanche. On enlevait les taches de rousseur aussi. C'était des symboles du diable. Il y a plein de choses à des époques qui font partie de l'histoire du corps. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Et du coup, l'idée, c'était d'imaginer le corps de demain, du futur, et les complexes qui vont avec. Du coup, on a fait une bande dessinée avec leurs personnages qui faisaient un avant-après. Et qui faisaient une transformation. Et ça a donné des choses assez absurdes. Et c'était pour montrer que justement, le corps change et que... Enfin, la mode change et que c'est assez absurde. Et c'était hyper intéressant parce qu'on a parlé de dysmorphophobie et des réseaux sociaux. Je pense que les 5e étaient peut-être encore un peu jeunes pour le vivre et en parler, mais avec la classe de 4e, c'était pas mal. On a pu un peu échanger là-dessus. Et du coup, moi j'ai l'impression de planter des petites graines. Des fois, y en a que ça intéresse, il y en a que ça intéresse moins, évidemment, mais c'est toujours cool d'échanger avec des ados là-dessus. Et j'ai aussi rencontré une association qui s'appelle Ma Parenthèse, qui accompagne des femmes atteintes de cancer. Et du coup, on a fait un atelier avec 7 ou 8 femmes. Je pense qu'on était 8 avec moi. Donc, ouais. Pendant une après-midi. Et du coup, on a créé des images sur des petits formats en tirant au sort une partie du corps. Et chacun avait une partie du corps et devait créer à partir de ça. Et pareil, au début, c'était je sais pas dessiner. Et petit blocage et tout. Et puis, je leur ai montré plein d'exemples. Et puis, ce qui était super riche pendant cet échange, c'était de l'échange qu'on a eu de conversation, quoi. Les dessins en soi, c'est pas tant le résultat qui compte, c'est vraiment le moment partagé. Et c'était super riche et j'ai adoré. C'était plein de vie. On a parlé plein de sujets. Elles parlaient de leur traitement et de comment elles le vivaient. Et puis, je leur ai posé plein de questions sur le rapport au corps. Et voilà, elles me parlaient de comment elles vivaient leur féminité. Et puis, du fait qu'elles faisaient plein de choses pour la première fois aussi, depuis qu'elles étaient malades, quoi. Et il y avait
je sais pas, il y avait vraiment beaucoup de vie qui ressortait de cet après-midi et ça m'a pas mal bouleversée. C'était trop bien. Voilà. Merci. On approche de l'heure de la fin de cette antipastille. Juste quand même, j'aimerais savoir quelles sont les questions que vous avez par rapport à ce projet que mène Lucie à Manu Manu, à Maison Fumetti, durant ces 3 mois autour du projet Le Complexe. Est-ce qu'il va se finir un jour? On ne sait pas. La date de sortie, donc, on est toujours sur 2025, il me semble. Plus 1. Et pardon. Nous comptions aussi, enfin, nous arrivons effectivement à la fin de cette antipastille. Nous comptions parler rapidement de quelque chose annexe. Je me permets juste de montrer 3 photographies que tu as fait il y a quelques années lors d'une sorte d'immersion dans un club de boxe. Rappelle-moi la ville, parce que là j'ai oublié. Ben, j'en ai fait plusieurs, mais je crois que les photos là, c'était un gala. C'était un gala de boxe. Je sais plus où, parce que ouais, j'en ai fait plusieurs. Mais le club où j'étais en immersion, c'était à Agnières, en tout cas. Mais ça, c'est des photos d'autres choses. Mais... Ok. Ça t'arrive de travailler d'après photo, toi, au dessin? J'ai un tas de dossiers de références, mais c'est plus de l'inspiration, quoi. C'est pas pour copier exactement, c'est plus pour m'immerger dans le truc et je sais pas, créer des lieux, des ambiances, des tenues. Voir des détails peut-être aussi, parce que... Oui, ouais. Oui, c'est vrai que des fois quand il y a des trucs à dessiner, oui. C'est pas mal comme image pour conclure, non? Oui. Des tourbillons dans le cœur. Voilà, je vous souhaite d'avoir des tourbillons dans le cœur. Merci Lucie pour cette rencontre. Et merci à vous, c'est un plaisir.